Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, je veux juste faire des petits rappels avant de débuter. Donc, pour les sous-titres, si vous voulez les activer, il y a le bouton dans le bas de votre écran, CC. Si vous appuyez là-dessus, vous allez pouvoir afficher les sous-titres. Si vous avez une question également, pour lever la main, il y a le bouton réaction. Donc, simplement aller là-dessus, vous allez voir que vous avez l'option de la petite main levée. Et enfin aussi pour le chat, donc si vous voulez écrire votre question pour ne pas l'oublier d'ici à la période de questions qui va être dans le fond à la fin, vous pouvez également aller sur la petite bulle chat pour l'écrire et on va prendre ça en note et la transmettre à la fin de la conférence. Donc, sans plus attendre, je vous présente notre conférencière ce soir, Lisa Parent, donc maman d'une jeune fille de 6 mois. Donc, elle va nous partager ce soir son expérience et comment elle vit la parentalité avec une surdité. Donc, je vous souhaite une bonne conférence et je laisse la parole à notre conférencière. Bien, merci beaucoup, Laurence. Bonjour tout le monde. Je suis super contente d'être avec vous ce soir puis d'animer cette conférence. C'est la première conférence, en fait, que je fais. Donc, s'il vous plaît, soyez un petit peu indulgents avec moi. Je suis très, très, très contente d'animer la conférence, comme je disais. Merci beaucoup à Audition Québec de me donner cette opportunité de le faire. J'apprécie énormément. Moi, je m'appelle Lisa Parent. Je suis sourde profonde bilatérale. Je suis implantée cochléaire. J'étudie en éducation à l'enfance, puis en éducation spécialisée aussi. J'ai une magnifique petite cocotte de 6 mois qui s'appelle Rosalie. Aujourd'hui, en fait, là, comme que Laurence l'a dit, je vais vous parler de la parentalité et la surdité, puis plus précisément, comment je me suis adaptée, moi, à mon rôle de maman sourde. Donc, je vais partager mon écran. Ça ne sera pas bien long. Lisa, ton micro est fermé. Oui. Ton micro est fermé. Voilà, là, je pense que vous allez m'entendre. Donc, ce que je disais, c'est que je vais vous partager mon PowerPoint, mais il ne va pas être ouvert là, tout le long de la conférence. En fait, j'ai quelques diapositives à vous montrer. Puis, par la suite, je vais le fermer. Donc, je vais vous présenter un petit peu le plan de la conférence. On va commencer par l'histoire de ma surdité, puis comment j'ai vécu avec cet handicap-là. Par la suite, on va survoler un petit peu le sujet du couple entendant-malentendant. Je trouvais que c'était important d'en parler parce que c'est vraiment la base de notre famille. Ensuite, je vais embarquer vraiment plus dans le sujet de la parentalité puis de la surdité, ma grossesse, l'accouchement, comment ça s'est passé. Puis ensuite, comment on s'est adapté en fait à l'arrivée de Rosalie. Puis où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Ce qui va m'emmener à parler de mes attentes pour le futur en tant que maman sourde. Puis on va finir, là, comme Laurence le disait, avec la période des questions. Donc, c'est ça, si vous en avez, là, vous allez pouvoir ouvrir votre micro ou l'indiquer sur le chat, là, comme que Laurence l'a mentionné tantôt. Donc, on va y aller avec l'histoire de ma surdité. Comment que c'est arrivé, parce qu'en fait, moi, je suis née parfaitement entendante des 2 oreilles, puis j'ai eu un coup accidentel à la tête à l'âge de 3 ans et demi, plus précisément là, en mai 1998. Ah, justement, on va aller avec la petite photo aussi en attendant que je continue à parler. Donc, la bactérie de la méningite, elle s'est invitée dans ma tête quand que je suis tombée dans le semi-coma suite au coup accidentel. Puis, ça l'a laissé comme séquelle une surdité à 100% des 2 oreilles. J'ai aussi, à ce moment-là, perdu l'usage de mes jambes, puis j'ai perdu tout mon sens d'équilibre à ce moment-là. J'ai dû réapprendre à marcher. En fait, l'implant cochléaire, à ce moment-là, c'était très, très récent encore. Puis moi, j'étais une bonne candidate, là, selon les médecins, pour recevoir l'implant. Donc, en juillet 1998, c'est ce que vous voyez sur la photo, c'est juste après mon opération. Ça s'était très bien passé là, à l'époque.
Puis, dans ce temps-là, l'activation, ça prenait 1 mois et demi. Aujourd'hui, là, je pense que l'activation de l'implant cochléaire, c'est quelque chose comme moins d'une semaine. Puis, là, ce qu'on voit sur la photo, c'est le premier son que j'ai entendu avec mon implant cochléaire. J'ai dit « Maman! » Ça faisait presque 4 mois que j'étais dans le silence complet. C'est certain que j'avais régressé beaucoup au niveau du langage, étant donné qu'à 4 ans, c'était pas encore acquis. Donc, on comprenait plus vraiment ce que je disais, mais suite, en fait, à l'activation, ça s'est replacé rapidement avec la réadaptation, l'orthophonie, puis la vie quotidienne. Je vais juste arrêter mon partage d'écran. OK, voilà. Donc, aux alentours des années 2010, le gouvernement a décidé qu'il implantait les 2 oreilles au lieu d'une seule, ce qui fait que j'ai reçu une lettre comme quoi que j'étais admissible pour une implantation du côté gauche. Donc, j'avais déjà celui de droit depuis 1998. Puis en décembre 2013, on m'a opéré du côté gauche, malgré qu'il y avait des risques, en fait, parce que ça faisait 16 ans que mon nerf auditif n'avait pas fonctionné. Donc, on m'a opéré quand même. La réadaptation a été très longue puis douloureuse aussi. Puis malheureusement, je ne le porte pas vraiment aujourd'hui, mon implant du côté gauche. Au quotidien, je fonctionne vraiment avec mon implant de droite. Une petite gorgée d'eau. Donc, j'ai vécu toute ma vie dans le monde des entendants. J'ai été à l'école plus conventionnelle. En fait, avec les entendants, ça se passait super bien parce que j'avais accès, en fait, à des outils technologiques là, comme le système FM, qui est un petit micro que le professeur porte, qui était directement, sans fil, là, mais directement relié à mon implant, ce qui fait que j'entendais pas les bruits environnants. J'étais vraiment concentrée sur le professeur. Ça m'a beaucoup aidé au primaire. Puis au secondaire, un petit peu moins, j'étais un peu plus indépendante. Rendue au cégep puis à l'université dans mes études postsecondaires, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les services adaptés qu'on appelle. En fait, là, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont m'accommoder avec ma surdité. Je l'utilise encore aujourd'hui avec le cégep, là, justement. Par exemple, j'avais une vidéo analysée de 30 minutes, une vidéo qui avait été tournée dans les années 1990 avec une vidéo cassette, beaucoup de personnes dans la vidéo, puis je comprenais, honnêtement, je comprenais pas du tout ce qu'ils me disaient. Il fallait que j'analyse ça. Bon, finalement, avec ces services adaptés-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont donné une autre vidéo analysée, puis j'ai pu faire le travail quand même. J'apprécie beaucoup, beaucoup, parce que ça me permet, tu sais, j'aurais pas pu faire le travail s'il avait fallu que je garde la même vidéo. Là. Bref, donc, au final, avec tout ça, j'ai eu très peu de contact avec le monde des sourds, le monde des malentendants. Puis, j'en ai pas vraiment ressenti le besoin jusqu'à il y a quelques années. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Tu sais, honnêtement, la surdité, ça fait vraiment partie de moi. Autant que j'aime être entendante parce que, évidemment, ça me permet d'être fonctionnelle, ça me permet de communiquer. Mais autant j'aime ma surdité parce que j'aime ça le silence, j'aime être dans ma bulle, j'aime ça lire dans le silence, j'aime travailler dans le silence. C'est vraiment, là, pour moi, c'est 50-50. Tu sais, j'ai autant sourde, j'aime autant être sourde qu'être entendante. C'est drôle à dire, hein? Mais je l'aime, mon piton on-off, tu sais. Donc, aujourd'hui, en fait, où est-ce que je voulais en venir avec ça, où est-ce que je voulais terminer, c'est que malgré que j'aime ma surdité, j'ai eu de la difficulté avec l'identification. Comment je m'identifiais, c'est surtout le début de ma vie adulte. Hein? Est-ce que je suis sourde ou est-ce que je suis malentendante? Ça dépendait des définitions. Je me tiens plus avec le monde entendant. Puis finalement, ce que je me suis dit, c'est que en fait, je suis sourde et malentendante. Ça dépend vraiment de la situation, finalement. Là. Puis aujourd'hui, ça fait 2 ans là, que je travaille à l'AQEPA, moi aussi Centre du Québec, donc l'Association québécoise pour les enfants avec problèmes d'audition. J'adore ça vraiment. C'était arrivé pile au bon moment quand que je commençais à vouloir aller avoir plus de contact avec ce monde-là. Puis je me sens vraiment à ma place. J'ai l'impression d'être plus complète.
J'ai l'impression que j'ai une belle possibilité d'avancement aussi dans ce domaine-là. Puis que j'ai encore beaucoup à apprendre au niveau de la surdité, hein, même si ça fait déjà 24 ans que je suis sourde, ben, ouais, presque 24 ans. Là. Puis d'ailleurs, ça m'amène au sujet du couple parce que c'est un sujet sur lequel j'ai encore beaucoup à apprendre avec ma surdité. Ça fait 3 ans que je suis avec mon conjoint. Puis ça fait 4 ans qu'on se connaît. Ça a été, dès le départ, en fait, il a fallu qu'on s'adapte un à l'autre parce que mon conjoint avait une barbe. Donc, c'était déjà difficile de lire sur ses lèvres. Puis, il n'y avait pas, bon, il articulait pas vraiment, il n'avait pas non plus été sensibilisé à être avec une personne sourde ou malentendante. Donc, ça a demandé beaucoup de patience des deux côtés, beaucoup de travail, beaucoup de communication aussi. Puis même encore aujourd'hui, ça peut être sujet à des irritations, je pense, comme n'importe quel autre sujet. Puis c'est plus rare par contre, mais ça arrive quand même, par exemple, quand que j'ai pas mon implant dans la journée, puis qu'il y a de la difficulté à attirer mon attention. Puis dans ce temps-là, ben qu'est-ce qu'on fait? C'est juste qu'on a des belles discussions ouvertes là, à ce sujet-là. On va se mettre un à la place de l'autre, puis on va travailler ensemble pour comprendre le point de vue de l'autre, puis trouver des bonnes stratégies. On est bien forts, nous autres, sur le développement personnel, puis trouver des stratégies, puis on est dans l'action, on aime ça comme ça. Là. Fait que comment qu'on communique à la maison? Ben en fait, là, quand j'ai pas mon implant, si on est dans la même pièce ou pas loin, il peut flasher les lumières pour m'indiquer qu'il veut me parler. Il va donner des coups avec ses pieds pour faire vibrer le plancher. Ça va attirer mon attention aussi. Sinon, si j'ai mon téléphone, il peut me texter sur mon téléphone. C'est sûr que quand j'ai pas mon implant, je suis plus vigilante aussi. C'est certain à qu'est-ce qui se passe autour de moi. Puis, je trouve que c'est quand même assez semblable à quand que mon chum a ses écouteurs, tu sais, parce qu'il m'entend pas. Fait que si je veux attirer son attention, ben, je vais utiliser les mêmes moyens que lui il fait pour attirer mon attention, tu sais. C'est sûr que ça va donner lieu à des situations cocasses. J'aime beaucoup rire de ma surdité, là, donc j'ai pas de problème avec ça. Quand que je comprends mal un mot qui me dit que je comprends quelque chose qui n'a pas pantoute rapport, on va beaucoup, beaucoup rire de ça, c'est certain. Ou par exemple avec Rosalie, ben tous les bruits que j'entends, tu sais, quand je suis pas avec ma fille, j'ai l'impression que tous les bruits que j'entends, c'est elle qui fait ce bruit-là, puis je suis tout le temps là, « Ah, c'est bébé! Ah, je pense que j'entends mon bébé! Ah, je pense que c'est Rosalie! » Puis mon chum, « Non, ça, c'est le chat qui miaule! Non, ça, c'est le vent dehors! Non, ça, c'est mon jeu vidéo! » Beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis, justement, là, j'ai demandé à mon conjoint dernièrement, là, c'est qu'est-ce qu'il trouvait le plus différent entre le fait de sortir avec une personne sourde et le fait de sortir avec une personne entendante. Puis, ce qu'il me disait, je m'en attendais, il me disait, c'est quand que je suis couchée que c'est différent. Parce que pour vous mettre en contexte, moi, je suis une couche tôt, lève tôt. Mon chum, lui, c'est un couche tard, lève tard. Fait que je vais me coucher vers 8 heures, puis lui, il va se coucher vers 2-3 heures du matin. Fait qu'il y a une bonne partie de la nuit où que lui, il joue à ses jeux vidéo, il peut faire autant de bruit qu'il veut, il peut écouter des vidéos sur son téléphone avec le son bout, ben là, moins maintenant qu'on a un bébé, évidemment. Mais c'est comme s'il y avait une deuxième vie, là, finalement, la nuit. Et puis, c'est ce qu'il trouve le plus différent. Il n'y a pas besoin de faire attention au bruit. Là. Avec un bébé, oui, évidemment. Puis, une autre chose aussi qu'il trouve bien différent, qui le surprend encore aujourd'hui, c'est que des fois, mon appareil va arrêter, puis moi, je vais continuer de lui répondre quand même. Puis là, à un moment donné, je vais dire, « Hey, ça fait comme 15 minutes que j'ai pas mon implant. » Puis il va faire, « Hein, tu me comprenais pareil, tu me répondais pas, il s'en rendra même pas compte. » Fait que ça continue vraiment de le surprendre même encore aujourd'hui. Puis c'est certain que j'en aurais encore vraiment beaucoup à dire sur le couple entendant-malentendant, mais bon, ça fera peut-être l'objet d'une autre conférence, hein, qui sait. Puis avant même que je tombe enceinte, en fait, là, on avait mis en lumière que si on avait des enfants un jour, c'est certain qu'il allait devoir compenser pour mon handicap. On en avait déjà parlé, ça avait fait partie de nos discussions, surtout parce que la nuit, je n'entends pas du tout. Puis ça m'amène justement à vous parler de ma grossesse, puis de l'arrivée de mon enfant, ma belle Rosalie. Donc, je vais vous parler des questionnements que j'ai eus
en lien avec ma surdité quand j'ai appris que j'étais enceinte. Parce qu'en fait, c'est ça, c'était une surprise lorsqu'on a su que j'étais enceinte. On était très contents, là, ça c'est certain. Donc, on s'est assis, on a discuté, là, mon conjoint et moi, de comment qu'on envisageait cela, comment qu'on envisageait, en fait, la parentalité ensemble. On a parlé de nos forces, nos faiblesses, comment qu'on se voyait en tant que parents, quel exemple on voulait donner à Rosalie. Bref, en fait, toutes les questions que les nouveaux parents se posent normalement, mais on gardait en tête la réalité, ma réalité de femme sourde. Puis, c'est certain qu'on n'a pas eu toutes les réponses à nos questions quand j'étais enceinte, parce qu'évidemment, on ne connaissait pas Rosalie encore, on ne se connaissait pas non plus en tant que parents, on ne connaissait pas les défis qu'on allait avoir, par exemple, par rapport au sommeil de Rosalie, à sa santé, etc. Donc, il y avait beaucoup de choses à prendre en compte, mais ces discussions-là qu'on a eues, ces échanges-là, ça nous a permis d'envisager plusieurs scénarios, d'avoir plusieurs options. La nuit, quand j'entends pas, est-ce qu'on fait une nuit, est-ce que comment qu'on allait s'arranger? Je pense qu'honnêtement, là, j'ai passé 80% de ma grossesse dans le silence complet. J'étais chez moi, j'avais pas mon appareil, je ne me tentais pas, je voulais pas le mettre, OK? C'était juste, non. J'étais bien dans mon silence, dans ma bulle d'amour avec mon bébé, je faisais mes choses. Je pense que j'en profitais aussi en sachant que, évidemment, ça allait pas être comme ça avec Rosalie. J'allais avoir des responsabilités puis des obligations aussi à mettre mon implant. Donc, j'en ai profité tellement qu'à chaque fois que mon conjoint m'appelait, quand il n'était pas à la maison, je lui disais tout le temps, ça se passait tout le temps de la même façon. Je répondais, je lui disais « Attends un petit peu, j'ai pas mon appareil! » Puis là, il m'entendait marcher dans la maison pour trouver mon implant. Après ça, oui, OK, on se parle. Bref, c'était assez cocasse, là. Puis, durant mon accouchement, je m'attendais à ce que ça soit la même chose. Je m'étais fait plusieurs scénarios. Évidemment, je ne pouvais pas savoir comment ça allait se passer, mais je pensais, moi, que j'allais rester dans ma bulle, justement, que j'allais pas avoir mon implant, que j'allais être concentrée, tranquille et calme dans mes contractions. Ouais. On va dire. Finalement, ça a été complètement le contraire. J'ai eu mon appareil les 27 heures de travail en contraction. J'ai vraiment pas été tranquille. J'ai hurlé. Mais bon, on va dire que l'accouchement, ça fait pas du bien non plus, là. Puis c'était une bonne chose finalement que j'aie mon implant parce qu'il fallait que je garde le contact avec les infirmières, il fallait que je garde le contact avec le médecin. Puis généralement à l'hôpital, j'ai pas de problème avec ça parce que je lis sur les lèvres, mais avec le masque, je veux dire, j'ai aucune information. Puis il n'y avait pas de masque avec une visière non plus. Donc, j'ai gardé mon appareil, puis c'est correct. De toute façon, on va se dire, là, j'étais ailleurs, là, durant mon accouchement. Puis les jours qui ont suivi, là, qu'on était à l'hôpital, c'était vraiment bien. On avait une chambre, en fait, on était chanceux parce qu'on avait une chambre privée, moi, mon conjoint, puis Rosalie. Donc, tu sais, quand je voulais dormir, j'enlevais mon implant, puis je fermais le rideau, puis séparais la chambre en deux. Puis lui, il s'occupait de Rosalie avec les infirmières, puis les médecins, puis ça s'est vraiment bien passé, là. J'ai été chanceuse, on va le dire. Puis, je vais prendre juste une petite gorgée d'eau. Donc, on va continuer. On est rendu après l'arrivée de Rosalie. Donc, quand on est revenu à la maison, on est vraiment tombé dans la période que j'appelle essai-erreur. Donc, on apprend à connaître notre nouveau bébé, on apprend à se connaître nous en tant que parents, on se familiarise avec tout ça, ce rôle-là. Puis, dans cette période-là, ce qui m'a le plus aidé, c'est vraiment l'appui puis le soutien de mon conjoint puis de mon entourage. Il a tellement bien pris soin de nous, là, mon conjoint. Il a tellement bien pris soin de moi puis de notre petite cocotte. Ça m'a permis vraiment de me remettre de mon accouchement. Puis surtout, ça m'a permis de faire une transition toute douce entre la grossesse, l'accouchement, puis devenir maman. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui a été brusqué, là. C'est sûr que, je dis
je remercie beaucoup mon conjoint, puis je suis consciente de son appui, mais il faut dire qu'on a eu un bébé vraiment spécial. OK, on va dire que je suis pas objective, c'est ma fille. Là. Mais c'est un amour de bébé. Elle a fait ses nuits rapidement. Ça nous a beaucoup aidé dans notre adaptation, c'est certain. Très calme, vraiment, là, une douceur, cet enfant-là. C'est certain que si j'avais été monoparentale, ça aurait été différent. Ça, c'est sûr. Je me serais adaptée, j'aurais réussi, j'en doute pas, mais ça aurait été une autre paire de manches. Ça m'emmène à vous parler un petit peu là, de l'importance d'avoir un bon soutien, des ressources à proximité, un bon entourage, surtout quand on a un handicap. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide à nos amis ou à notre famille. Puis si je n'avais pas eu un aussi bon entourage, c'est certain que j'aurais été plus au niveau du CLSC pour aller chercher les ressources qui étaient les ressources qui sont disponibles en fait là, pour les jeunes mamans. Donc, par exemple, des ressources de relevailles, donc quelqu'un qui va venir prendre soin du bébé pendant que la maman va se reposer, des choses comme ça. On est quand même bien entouré. Ça vaut la peine d'aller gratter puis d'aller chercher les ressources qu'on a besoin. C'est sûr que c'est pas la même chose pour tout le monde. C'est sûr qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, mais pour moi, c'était vraiment nécessaire d'être bien entouré pour que je puisse prendre confiance en moi dans ce rôle-là de maman. Juste le fait d'avoir des personnes en qui j'ai confiance, ça me rend sereine face aux imprévus qui pourraient arriver. Tu sais, par exemple, début janvier dernier, mon conjoint s'est cassé le doigt. La première heure de la première journée de sa nouvelle job, il s'est cassé le doigt, solide, là, tu sais, l'ongle parti, puis le bout arraché, la grosse affaire. Donc, il a fallu qu'il ait passé la nuit à l'hôpital, à l'urgence. Et moi, je me ramassais là, toute seule avec Rosalie pour la première fois durant la nuit. Je n'ai jamais, en fait, pour l'instant, je me suis jamais occupée de Rosalie toute une nuit par moi-même parce que mon conjoint est là. Donc là, je m'étais dit, bon, OK, je vais me faire un petit setup, je me place dans le lazy boy avec toutes les oreillers autour de moi, ma fille sur moi, comme ça, si elle se réveille, ben, je vais la sentir bouger, puis je vais m'en rendre compte immédiatement. J'étais un petit peu stressée, ça c'est certain. Je brise la glace comme ça. Puis finalement, ben, la sœur à mon conjoint m'a contacté pour me demander si elle voulait, si je voulais qu'elle vienne passer la nuit à la maison. Et j'aurais pu dire non par orgueil ou en disant, mais non, je suis la maman, je suis capable. Mais non, j'ai accepté, c'est certain, parce que, j'étais certaine que Rosalie allait bien dormir, puis elle allait être en sécurité. J'étais certaine que j'allais me réveiller, que j'allais avoir quelqu'un qui allait pouvoir s'occuper de Rosalie. Puis, ben, la sœur à mon conjoint était d'accord, c'est elle qui... J'ai 100% confiance en elle aussi. Avec des situations comme celle-là, où que, justement, la sœur à mon conjoint est venue nous aider, ça fait juste me mettre en confiance, pour les autres situations qui pourraient arriver. Je pense que ça, c'est vraiment important d'avoir un bon entourage en qui on peut avoir confiance. Puis une autre chose qui m'aide beaucoup au quotidien, c'est mes outils techniques, mes outils technologiques, mes aides techniques. Plus particulièrement mon détecteur de son, puis mon moniteur vidéo standard. Là. Le moniteur vidéo standard, c'est ce qu'on trouve, par exemple, chez Walmart, sur Amazon ou dans n'importe quel magasin de bébé. Donc, c'est la petite caméra, puis on met la caméra en fait là, sur le bébé, puis nous, on peut partir avec le moniteur vidéo. Donc, on a tout un visuel sur le bébé. Puis, le détecteur de son, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ça, je vais partager mon écran. Voilà, je pense que vous m'entendez là. OK. Donc, c'est ça ici, le détecteur de son. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. En fait, on a le détecteur en tant que tel qui est avec la petite antenne noire. Ça, c'est ce que je mets près de la bassinette de Rosalie. Ça va détecter quand elle va pleurer. Ça va faire flasher le petit bidule noir en arrière. C'est comme un stroboscope, là, finalement. Puis, la pastille blanche, là, je l'ai sortie pour la photo, mais normalement, c'est sous mon matelas. Ça va faire vibrer mon lit.
C'est le même principe, finalement, là, que le bouton sonnette ou que le détecteur de fumée. La seule chose, en fait, il y a quelques limites, là, ce détecteur de son-là, c'est que ça détecte pas seulement les sons. En fait, oui, ça détecte les sons, ça détecte pas seulement les pleurs, ça détecte les autres sons. Donc, si par exemple mon chat va miauler, là, ça va vibrer mon lit, puis ça va flasher dans ma chambre, puis bon, je me réveille un petit peu brutalement pour finalement me rendre compte que ma fille adore encore très bien. Puis, donc, c'est ça, c'est comme une des limites qu'il y a. Puis aussi, c'est ça, si je veux mettre de la musique pour endormir Rosalie, mais là, il faut que je le mette un petit peu plus loin du moniteur ou il faut que j'enlève baisse la sensibilité. C'est ça a ses limites. Puis aussi, en fait, il va continuellement vibrer et flasher tout le temps que Rosalie va pleurer, ou à moins que je l'éteigne. Donc, ça aussi, c'est un autre petit bémol. Pour être honnête, on ne l'utilise pas vraiment au quotidien. On a notre routine, hein, mon chum et moi. C'est lui qui s'occupe des nuits. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il s'occupe des nuits. Elle ne se réveille pas beaucoup. Là, quand il a besoin, il vient me chercher. Mais sinon, moi, je dors jusqu'à comme 6-7 heures le matin, puis lui, il va dormir jusqu'à midi. Donc, on a quand même assez de sommeil, là, tout le monde ensemble. On n'est pas à plein. Là. Ça, c'est sûr que non. Donc, le détecteur de son, je l'utilise moyennement, mais c'est une grande sécurité quand même parce que il est là. Tu sais, si j'en ai besoin, il va être là. Puis je vais l'utiliser, ça, c'est sûr. Mais au quotidien, comme j'expliquais, moi, j'utilise vraiment plus mon moniteur vidéo. Ça me permet d'avoir tout le temps un visuel sur Rosalie, même quand j'ai pas mon implant. C'est vraiment, là, c'est merveilleux, là, pour ça. Puis, sinon, en fait, là, durant ma grossesse, moi, je me suis questionnée à savoir si j'apprenais la langue des signes. Parce que je la connais pas, moi, en fait, la langue des signes, mais j'avais constaté que, surtout depuis la pandémie avec les masques, que quand que je parle avec quelqu'un, que la personne elle me fait des signes, même si c'est pas des signes de la langue des signes, mais juste qu'elle fait des gestes, ça va m'aider beaucoup à ma compréhension. Donc, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure de la langue des signes. Je me suis armée de mon dictionnaire LSQ français. Puis, j'ai commencé à partir de quand Rosalie elle avait un mois, donc quand elle regardait mon visage, j'ai commencé à signer les mots de base. En fait, là, c'est comme maman, papa, je vais lui offrir du lait. Ça, c'est comme ça qu'on l'appelle, Rosalie. On a son chat aussi, papa. Ça la reconnaît, papa. Puis aujourd'hui, je signe encore quotidiennement avec elle. Donc, ça fait 5 mois que je signe au quotidien avec elle. Papa aussi signe avec elle. Ma tante aussi signe un petit peu avec elle. Je pense qu'elle commence à comprendre. Je crois depuis quelques jours que je vois qu'elle a une intention. Elle a les mains qui démangent. Là, elle a envie de faire comme maman. C'est super cute à voir. Je ne sais pas ça va être quoi son premier mot, hein, LSQ ou oralement, je ne sais pas, on va voir. Mais j'aime vraiment ça, le signer avec elle, c'est super le fun. Là. Fait que c'est là que je suis rendue, là, en fait, là, dans la langue des signes. Puis, tu sais, comme j'expliquais tantôt, Rosalie, ça s'est super bien passé l'adaptation avec elle de sa naissance à aujourd'hui. C'est vraiment merveilleux. Évidemment, c'est pas tout le temps super beau et parfait, mais écoute, on est vraiment pas à se plaindre, vraiment pas à plaindre. Une chose qui m'a surprise vraiment au début, par exemple, avec Rosalie, c'était de devoir apprendre à reconnaître les différents bruits, tous les bruits qui sortent d'un bébé, là. Oh my God, il y a tellement de bruit qui sort d'un bébé, là. Puis essayer de différencier ça, wow, c'était pas facile. Surtout, ce que j'avais le plus de difficultés, c'était les rots. Tu sais, quand je devais faire son rot, après, j'avais aucune idée, elle l'avait-tu fait ou elle l'avait pas fait? Tu sais, il y a tellement de bruit, j'avais aucune idée s'il y avait un rot là-dedans ou pas, là. Finalement, comment j'ai fait pour les différencier les bruits? C'est drôle, mais ça a été avec les vibrations, en fait, avec ma main. C'est quand que je mettais ma main sur son dos, là, je sentais la bulle d'air passer. Puis j'entendais le son, donc j'ai pu faire comme l'association entre la vibration que je sens, puis
ce que j'entends. Aujourd'hui, j'ai vraiment pas de misère à voir ses rôles, là. Non, là, elle les fait très bien, puis elle rend son père jaloux même, là. Donc, vraiment pas de problème pour ça maintenant, mais ça a été surprenant. Je m'attendais pas nécessairement à devoir apprendre à différencier les sons de mon bébé. Puis, une autre chose aussi que je fais quand même, ben non, je pensais que j'allais faire aussi, mais c'est quand que Rosalie elle pleure, par exemple, quand elle a eu les périodes de coliques aux alentours de 3 mois, puis qu'elle pleure durant des heures, des heures, des heures de temps, que tout ce qu'on peut faire, c'est l'accompagner, ben souvent, je vais enlever mon implant, puis ça va me permettre de vraiment, justement, de l'accompagner là-dedans sans que ça vienne, sans que ses pleurs viennent me chercher, tu sais, parce que des fois, ça, un enfant, quand ça pleure longtemps, 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 on dirait qu'on se sent tellement émotif de ne pas être capable là, tu sais, que notre bébé aille mieux. Mais là, quand j'ai pas mon implant, je suis vraiment capable d'être présente avec elle. C'est à quoi je m'attends pour les prochaines années? Parce que là, on en est là aujourd'hui. Ça se passe super bien, mais il y a tellement de défis qui s'en viennent encore. Donc, c'est à quoi je m'attends. Physiquement, du côté physique, là, tu sais, je pense, ça fait 24 ans que j'ai mon implant interne à l'intérieur de ma tête. Il va atteindre sa date limite éventuellement. Ce qu'on m'a dit, c'est que c'était aux alentours, la moyenne, c'était une vingtaine d'années. Pour l'instant, il est encore numéro 1, là, il n'y a pas de problème, mais ça va arriver prochainement. On va devoir me réimplanter aussi. Ça m'inquiète pas vraiment. Ça m'a déjà inquiété, mais là, tu sais, je pense que ça va être une aventure intéressante, là, rendue là. Je m'attends aussi à continuer l'apprentissage de la langue des signes avec Rosalie. Je ne sais pas, par exemple, est-ce que ça va être en termes d'années? Est-ce que ça va être en termes de mois? Je ne sais pas. Je pense qu'on va la garder, la langue des signes, autant et aussi longtemps qu'on va en avoir besoin. Éventuellement, j'imagine que je vais bien lire sur ses lèvres quand elle va commencer à parler, puis ça va être plus facile. Mais pour là, on va l'apprendre tant qu'on va en avoir besoin. Je m'attends à des défis de communication dans mon couple. En fait, je pense même si j'avais pas été sourde, évidemment, il y aurait eu des défis de communication. Puis, en tant que parent aussi, je pense. Mais on a des bons outils. Là. Je suis certaine qu'on va être capable de trouver des bonnes stratégies pour communiquer. Je m'attends à avoir besoin d'accompagnement pour des activités qui vont impliquer que j'entends moins bien ou que je dois avoir vu mon appareil. Un exemple très, très concret. Puis très actuel. En fait, prochainement, on va commencer les cours de piscine avec Rosalie. À quoi bébé? Wow, j'ai tellement hâte. J'ai toujours adoré l'eau, en fait. Puis j'aurais aimé ça prendre des cours de natation, mais j'entendais pas dans l'eau. Hein, puis mes parents non plus ont pas osé, je pense. Puis c'est correct comme ça. Mais c'est sûr que ça me rend un petit peu anxieuse, étant donné que quand je suis à des places, justement, à la piscine où que j'entends pas, je suis responsable de moi-même, puis je suis déjà hyper vigilante, tu sais, à ce qui se passe autour de moi. Je vais avertir les sauveteurs, en fait, là, que j'ai un problème d'audition. Je vais être très, c'est ça, vigilante, en fait. Puis là, je vais devoir être vigilante pour deux. Tu sais, je vais devoir être responsable de moi et de ma fille, c'est sûr. Je suis certaine qu'au final, ça va bien aller, mais il va falloir y aller. Donc, ils ont été super gentils à la piscine. Ils me permettent d'y aller avec mon conjoint. Fait que ce qu'on va faire là pour la première fois, c'est que c'est mon conjoint qui va aller dans l'eau avec Rosalie. Moi, je vais rester sur le bord de la piscine. Je vais pouvoir m'acclimater, en fait. Je vais pouvoir voir aussi la personne qui va animer, tu sais, au niveau... Est-ce que je vais être capable de bien lire sur ses lèvres? Puis par la suite, ben, c'est moi qui vais aller dans l'eau avec Rosalie. J'entendrai pas à ce moment-là. Puis mon conjoint, lui, il va être sur le bord de la piscine avec un masque U-Mask, avec la petite visière. Ça va me permettre là, de bien comprendre. Comme je dis, là, je pense que ça va bien aller, mais si c'est nouveau, hein, quand c'est nouveau, il y a un petit stress. Puis je pense, tu sais, là, on a parlé de la piscine, il va y avoir les glissades d'eau aussi, les manèges, il y a plein, des spas, en tout cas, il y a plein d'activités qu'on va faire que j'entends moins bien ou que je dois avoir mon appareil. Puis aujourd'hui, avec la pandémie, plus encore qu'avant, parce qu'avec les masques, ça l'enlève beaucoup, beaucoup d'informations, puis ça donne un défi de plus, c'est certain.
Donc, je m'attends à, c'est ça, avoir besoin d'accompagnement pour certaines activités avec Rosalie. Par contre, c'est ça, tu sais, j'ai tout le temps les masques avec visière que je propose. J'ai tout le temps ma petite pastille sur moi qui indique que je suis malentendante et que je l'ai sur les lèvres. Puis ça aide beaucoup là, quand je vais dans les magasins, des choses comme ça. Les gens comprennent rapidement. Rosalie est toute petite encore, hein, elle a juste 6 mois et demi. Je ne sais pas tout à fait à quoi m'attendre au niveau de ses questions à elle plus tard, au niveau de sa compréhension de maman est sourde. Qu'est-ce qu'elle va comprendre de ça? Moi, j'ai travaillé beaucoup avec la petite enfance à 0,5 ans, c'est ma spécialité en fait. Puis, à cet âge-là, honnêtement, j'ai pas eu beaucoup d'enfants qui ont remarqué mon implant. Puis quand ils l'ont remarqué, mais ils me posaient des petites questions. Ouais, non, ah, c'est quoi? Puis moi, j'expliquais dans des mots très simples que mes oreilles ne fonctionnaient pas, elles étaient brisées. Puis que j'avais un petit robot sur mon oreille qui m'aidait à entendre. Absolument, à partir de ce moment-là, là, OK, ils comprennent un petit peu le principe. Puis là, je peux faire des bruits. Puis là, je leur dis, ce bruit-là, toi, tu l'entends avec tes oreilles. Moi, je l'entends avec mon petit robot. Passé 5 ans, 6, 7, 8 ans, mais là, je vais leur expliquer un petit peu plus que j'ai eu une maladie, et puis tout ça. Mais elle, ma fille qui va être 24 sur 24 avec moi, qui va vivre quotidiennement avec moi sourde et moi entendante, elle, je sais vraiment pas là, comment ça va se passer. Mais bon, j'ai plusieurs stratégies en tête là, pour la sensibiliser. Puis, de toute façon, honnêtement, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma famille, puis je suis certaine que peu importe ce qui va arriver, on va trouver des solutions pour s'adapter. C'est ce qui conclut ma conférence. Je suis très, très, très contente d'avoir partagé ça avec vous. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va vraiment me faire plaisir là, de vous répondre. Bien, merci beaucoup, Lisa. Donc, c'était super intéressant. J'ai vraiment adoré ta conférence. Puis pour tes inquiétudes, je pense que pour ta fille, ça va juste être naturel d'utiliser des stratégies de communication puis tout ça, parce que ça va être son quotidien. Donc, elle n'aura pas de difficulté. D'après moi, ça va être inné pour elle, en fait. Oui, je pense aussi, mais on ne sait jamais, hein? C'est à voir, c'est dans le futur. Oui. Donc, si vous avez des questions, ça va être le moment de les poser. Donc, avec l'icône réaction, vous pouvez aller lever la main. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous parler et de vous partager ça. Vraiment. Là. Oui, mais c'était super intéressant. Donc, M. Gardner, je vais vous donner la parole. Je vous laisse poser votre question. Bonsoir. Bonsoir. OK. Je veux juste commencer que votre présentation est très rafraîchissante. Merci. C'est merci. beau. C'est beau. Bienvenue. C'est vraiment beau de voir une jeune mère avec un handicap, mais son handicap l'empêche de rien faire. Moi, je vous encourage à continuer à faire et à oublier l'handicap. C'est les autres. Puis pour votre petite fille, pour la communication, vous savez qu'en langue des signes, des parents sourds qui élèvent des enfants, les bébés apprennent les signes très rapidement. Très rapidement. Oui. Vous allez voir, dans quelques mois, la main va se lever, la maman, le papa, ça va arriver. Moi, je suis un sourd devenu, puis mes petits-enfants, 5, 7 ans et 3 ans, signent. Et mon petit-fils, oui. grand-papa, puis là, il me fait les signes de vouloir. Mais le seul problème, c'est un enfant. Il signe dans mon dos. Il oublie que c'est visuel. Moi, je veux savoir aussi, de quelle région vous êtes? Trois-Rivières. En Mauricie. Trois-Rivières. Trois-Rivières. Oui. Ça fait que je voulais juste, entre autres, vous signifier comme quoi que vous m'avez fait du bien avec
conférence et je vais continuer à être heureuse. Merci beaucoup. Merci. Merci. Très gentil. Merci beaucoup. Donc, je vais donner la parole à Madame Boileau qui a aussi la main levée. Votre micro est fermé. Oui, c'est ça que je viens de voir, merci. En fait, moi, c'est pas une question. Écoute, je voulais te remercier simplement. Tu es rafraîchissante, tu as une énergie incroyable, un sourire magnifique et ton expérience et la façon dont tu vis au quotidien et que tu amènes tout au positif, c'est tellement inspirant. Alors, je voulais dire merci. C'est ce que je voulais dire. J'ai pas de questions, c'est juste un... Et surtout par les temps qui courent, là, c'est comme un méchant gros câlin que tu Oh, wow! Hey, merci pour vos bons mots. C'est très, très gentil. J'apprécie beaucoup, ça me touche, là, vraiment. Là. Ça fait plaisir. Merci. Donc, il y a Jeanne aussi qui a levé la main. Oui, merci Lisa. Moi aussi, je veux te féliciter. Je veux te féliciter. Effectivement, j'ai écrit dans le chat à Laurence, quelle belle conférence. Comme dit Ginette, c'est inspirant. On a aussi pris des notes et on va te réinviter avec ton chum pour que lui nous fasse sa version. Parce qu'effectivement, les relations de couple, moi, j'ai une amie qui a 3 enfants, dont 2 qui ont, elle, c'était génétique. Alors, elle a 2 de ses enfants qui ont un problème de surdité, mais pas son mari. Et puis, c'est toute une dynamique, hein? Oh oui! Oui. Oh puis, oui. ça va certainement, on va te rappeler. Est-ce que tu connais, est-ce que tu connais ce qu'on appelle la LPC, la langue parlée complétée? J'en ai entendu parler, oui, mais par contre, je ne m'y connais pas beaucoup là-dedans. Là. OK. Parce qu'à Trois-Rivières, à l'Université de Trois-Rivières, entre autres, je pense même qu'ils forment des éducateurs ou je ne sais pas, mais j'en connais pas beaucoup, moi non plus. Mais la langue parlée complétée, c'est un peu ça, mais c'est des gestes un peu plus évidents. Tu sais, comme téléphone, il y a des gestes de la LSQ qui sont évidents, mais pas toujours, tu sais. Mais comme ça, téléphone, avion, des choses comme ça. Puis, moi, j'ai déjà cohabité avec une personne qui parlait la langue des signes, qui était entendante, mais qui avait appris. Et des fois, elle était loin, puis elle me faisait des signes, justement, que je connaissais parce que j'avais suivi une année avec elle. Puis, ah oui, ça aide. Puis, effectivement, avec les masques, d'avoir, mais sans nécessairement parler la langue des signes officielle québécoise, la LSQ, ça fait partie des stratégies de communication. Puis, exactement. C'est les autres personnes, comme moi, je me rends compte que le macaron, je lis sur les lèvres, là, il est vraiment utile. Il y a une caissière, entre autres, à mon épicerie, là, je lui ai demandé, j'ai dit, c'est-tu parce que tu as vu mon macaron? Elle dit oui. Elle pointait le sac, tu sais. C'est tellement simple, mais les gens n'ont pas ce réflexe-là. Tu sais. Alors, moi aussi, le macaron, là, ça m'aide énormément. Puis on me le dit souvent même au magasin, on me dit merci de le préciser, ça nous aide à t'aider, finalement. C'est ça. C'est ça. Ouais. Vraiment, mais c'est très intéressant, la langue, parler. Complétée. Oui, la LPC, exactement. Je vais aller voir à l'UQTR, voir qu'est-ce qu'ils proposent par rapport à ça, si ça m'intéresse. Oui. Merci, Jeanne. OK. Merci. Donc, je vais laisser la parole à Madame Ouellette qui a la main levée. Faut que tu allumes ton micro. Faut que tu ouvres ton micro, Solange. Oui, il est là. Ah! Attendez. Oui. Bon, me voilà. Mais Betty, vraiment, là, tu viens de la même classe que moi. Moi aussi, je viens de la Mauricie. Ah oui!
À Mauricie, il y en a des paquets de personnes qui ont des problèmes de surdité. Mais on oublie ce petit point-là. Et comme tu vis avec des jeunes à l'ère moderne, moi aussi, j'ai eu des enfants, comme on dit à peu près dans ton âge, j'imagine. Et tu vas voir, ça va être facile. Tu vas trouver des trucs. J'ai eu 2 belles-filles, puis vraiment, là, même si on a un problème de surdité, tu vas passer au travail. Puis je suis certaine, ils vont t'aider, puis ça va être cute de voir aller. Ah oui, j'ai très hâte de voir ça, mais en même temps, j'en profite parce que ça passe vite, là. Mais j'ai hâte de voir comment elle va réagir, là, Rosalie, à tout ça, là, à ma surdité, là, ouais. Mais sais-tu qu'il faut pas... Toi, je remarque que tu mets de l'accent sur ça, mais dans ce temps-là, la surdité, oui, mais j'étais pas... Toi, là, c'est beaucoup, là, tu sais, là. Mais dans ce temps-là, moi, je sais bien que j'ai eu mes 2 filles, mais je suis pas arrêtée à dire ils vont avoir le problème de surdité. Ils n'ont pas le problème de surdité. Oui, c'est ça, ouais. Les gens partant, c'est beaucoup, là. Donc, Mais oui. très bien, mon mari entend très bien, tout le monde entend bien autour de moi. C'est moi qui ai le problème. En fin de compte, c'est pour te féliciter de ton beau témoignage que tu as fait. En plus, Merci beaucoup, très gentil. Merci, Madame Ouellette. Donc, très, très beau témoignage vous aussi d'avoir partagé ceci. Donc, merci beaucoup, Lisa. Moi, je me demandais, en fait, tu dis ton entourage est très près de toi. Ça a été quoi la réaction devant justement ce défi-là d'avoir un enfant avec une surdité? Eux, leur point de vue, ça a été quoi, ton entourage? Je pense que en fait, là, mon entourage était, premièrement, très, très content, c'est certain. Oui. Puis, ils m'ont vu m'adapter, tu sais, dans toute ma vie. Ma mère, elle me disait tout le temps, ce qui a fait en sorte que tu as réussi à, tu sais, t'en sortir avec la surdité, c'est mon caractère, tu sais. Fait que je suis dans l'action, puis que je suis quelqu'un qui est plus positive. Je pense que ils se posaient des questions, ils m'ont posé des questions, définitivement, savoir comment que je voyais ça. Puis encore aujourd'hui, ils me posent des questions, mais c'est très naturel, c'est très au quotidien. Puis je pense qu'ils n'étaient pas inquiets, là. Ils étaient plus excités, contents, puis présents, aussi impliqués pour moi. Donc, c'était tout très positif, là, finalement. Ouais. Merci pour ta question, Laurence. Ça fait plaisir, mais ça m'intriguait, mais c'est sûr que tu as parlé comme ta famille est très proche de toi, donc je m'attendais pas à autre chose, c'est juste que j'étais curieuse de voir comment ils avaient interprété ça. Puis je me dis aussi, peut-être aussi que tout le monde a collaboré aussi à trouver des solutions pour dire, qu'est-ce qui peut m'aider au quotidien. Oui, en fait, là, c'est certain que quand j'avais des questions, puis ça, j'allais voir, par exemple, mes parents ou mon frère, là, qui est très, très, très bon en technologie. Donc, je lui avais posé des questions par rapport au détecteur de son, puis tout ça. Donc, il m'a aidé, mais c'est certain que je suis assez autonome. Donc, je demande peut-être moins d'aide durant ma grossesse par rapport à ma surdité. Mais sinon, là, ils sont toujours très présents aussitôt que j'en ai besoin. Oui, mais ça, c'est important aussi. Un bon entourage, tu l'as dit aussi pendant ta conférence, puis je suis d'accord avec toi. Là. Ouais. Donc, si quelqu'un d'autre a des questions, ça serait le moment de les poser. Donc, ou si vous voulez partager également un commentaire ou un témoignage, n'hésitez pas à lever la main. Oui, donc, M. Garner, je vous donne la parole. Okay. Juste une petite intervention. Est-ce que dans tes accessoires pour détection, est-ce que tu as l'adapteur pour les téléphones cellulaires quand ils sonnent, pour qu'ils fassent partir tes lumières? Oui, j'ai ces aides techniques-là. Je l'utilise pas beaucoup, le détecteur de cellulaire, mais je l'ai utilisé durant ma grossesse. J'ai le détecteur de fumée.
J'ai le bouton sonnette. Donc, quand quelqu'un sonne, ça va flasher. Puis, c'est pas mal ça que j'ai chez moi, là. Il y a un détecteur de son aussi pour Rosalie que j'utilise. Ouais. Ah, puis aussi mon réveil matin également. Oui. Important. Merci. Donc, Madame Léonard a la main levée. Juste allumer votre micro. OK. Moi, merci pour la conférence. Moi, j'ai une surdité profonde, mais je suis juste appareillée. Quand j'allais garder mes petits-fils, moi, je gardais mes appareils toutes les nuits parce que je voulais entendre les sons, même si j'entends quand même assez bien, mais à ce moment donné-là, il était plus petit, là, il y a une dizaine d'années. Mais moi, ça me rassurait même de garder mes appareils toutes les nuits. Fait que c'est pour ça que je me questionnais pourquoi vous enlevez votre appareil la nuit pour mieux dormir ou je sais pas, là. Est-ce que vous, en fait, là, quand vous dormez avec votre appareil, est-ce que votre appareil tombe? Non. OK. Non, Moi, c'est. l'intérieur. En fait, là, je vais vous montrer un petit peu. Ouais, Mon oui, iPad, ouais, c'est ça, c'est parce un que aimant. Puis donc, aussitôt que je bouge, quand que je suis couchée dans mon lit, il tombe. Donc, oui, effectivement, j'ai envisagé de dormir avec mon implant, mais les fois que j'ai essayé, quand je me réveillais, il était tombé. Donc, c'est moins sécuritaire. Par contre, si j'avais à le faire, sûrement que je dormirais un peu plus assis, un peu plus droit. Là, comme ça, mon implant, il risque de rester à la bonne place. Moi, c'est des appareils que je mets dans mon oreille, fait que ça va. Mais pour Oui, ce qui est de la piscine, moi, j'ai suivi longtemps des cours d'aquaforme, puis il y avait une élève, moi, j'allais au cégep du Vieux, mais je n'étais plus étudiante, là, j'étais adulte. Mais il y avait une étudiante qui venait, qui avait un implant, puis elle l'enlevait, mais notre prof était au courant, là, tu sais. Puis notre prof, Valérie, ben, est à Montréal, puis elle a des classes de bébés nageurs. Fait qu'elle enseigne aux bébés nageurs 3 mois, là, 2-3 mois, à partir de 3 mois dans l'eau. Fait qu'elle avait déjà, là, je me dis, ben là, c'est place de Trois-Rivières, parce que l'autre est à Montréal, parce qu'elle avait déjà l'expérience avec une autre personne qui avait un implant, qui suivait le cours, mais qui l'enlevait pour le cours. Moi, j'enlevais mes appareils aussi quand j'étais dans l'eau, mais j'attendais quand même un peu. Puis pour ce qui est du langage, là, ma nièce, qui est à Toronto, quand elle a eu ses enfants au premier, elle a montré comme ça, il y a probablement que c'est ce que Madame a parlé, là, Jeanne, sur des signes aux enfants, parce qu'ils ne sont pas sourds, ni personne, mais le petit puis même sa petite fille aussi, ont parlé par signe avant de parler. Oui. Ils parlaient par signe, demandaient de l'eau, demandaient du lait, parlaient par signe avant de parler oralement, là. Fait que. C'est tellement impressionnant. Ouais, c'est assez impressionnant. Fait qu'ils apprenaient le langage des signés comme ça, là, mais c'est probablement ça le complémentaire, là, parce qu'il était quand même tout. Ben, elle va sûrement parler par signe avant de parler. Oui, je pense que oui. Je pense aussi. Merci beaucoup, puis bonne chance. Merci. Merci. Donc, merci beaucoup pour vos interventions, pour vos bons commentaires, pour vos questions, puis aussi pour votre présence. Donc, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure. Oui, je vois Mme Bédard qui lève la main ici. Donc, seulement ouvrir votre micro et vous allez pouvoir. Ouais. Ça fait plusieurs fois que Mme Nicole Pierre a veut poser une question. Ah oui, merci, d'accord. Donc, moi, je ne la voyais pas dans mon écran. Donc, c'est ça. Parfait, merci beaucoup. Donc, Madame, je vous laisse la parole. Donc, simplement ouvrir votre micro et vous allez pouvoir poser votre question. Il y a un petit icône en bas à gauche
avec, en forme de microphone. On ne peut pas ouvrir le micro pour vous. Vous ne voyez pas un symbole de microphone dans votre écran? Ah, voilà. Vous pouvez parler. Vous pouvez parler, Madame Pierre. Oh, OK. Oh mon Dieu. OK, moi, c'est pour dire un gros merci pour ce témoignage. J'aime ton sourire. Puis je vois que tu acceptes tout malgré l'handicap. Je ne sais pas si je peux dire un handicap. Et puis, l'aide de votre mari, je trouve que c'est excellent parce qu'il partage ton problème avec toi. C'est pour ça que tu es toute souriante, tu es en confiance. Oui. Alors, un gros merci et puis bonne chance. Un gros merci à vous, Madame Pierre. Avec Rosalie qui va venir, mais qui va même, moi je pense que même Rosalie va pouvoir vous aider parce que les enfants apprennent beaucoup plus que les parents. Ah oui? Vous pouvez passer par elle pour savoir des choses. Elle va pouvoir vous aider. Ah oui. Merci. Merci beaucoup. Donc, merci à tout le monde. Donc, je veux aussi vous préciser que Lisa a déjà contribué également à la revue Sourdine. Donc, l'article est disponible sur notre site web si vous voulez aller le lire. Je vais également mettre pour vous le lien dans le chat pour le retrouver facilement. Donc, le lien est là. Sinon, si vous allez sur la page auditionquebec.org, vous allez voir sur la page d'accueil, vous allez pouvoir trouver l'article qui est très intéressant, comme la conférence à laquelle on vient d'assister ce soir. Donc, merci beaucoup, Lisa, pour ta présence, d'avoir participé. Donc, juste pour vous dire, ceux qui sont déjà inscrits ont eu un courriel. Je veux vous mentionner que la semaine du 3 mars, donc la conférence qui devait avoir lieu a été reportée au 31 mars. Et donc, le 3 mars, ce sera un café rencontre. Donc, c'est juste un petit changement ici à l'horaire. Et il y a également la conférence de Ronald Choquette qui a été repoussée au 21 avril. Donc, encore là, ceux qui sont inscrits ont reçu un courriel, donc soyez pas surpris de ces petits changements-là. Je voulais seulement vous en aviser. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et merci à tous d'avoir été là ce soir. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup.